Et là, en voyant des offres d'emploi du service public, je me dis, là, c'est pas possible. Les offres d'emploi sont très longues, pleines d'acronymes. Ça donne pas envie de rejoindre la fonction publique. J'ai envie de travailler pour finalement un petit peu lutter contre ce déficit d'attractivité. Côté attractivité, je dirais, la base, c'est déjà l'offre d'emploi et voilà, pas qu'elle ressemble à une fiche de poste. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même la première vitrine de l'institution et c'est ce que le candidat voit en premier. Plus le candidat connaîtra aussi bien l'institution dans laquelle il postulera, plus il sera armé aussi pour les entretiens et plus il pourra aussi développer son appétence pour la collectivité et se dire j'ai vraiment envie de travailler pour cette collectivité. Et ça fait la différence aux entretiens. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Basse qui donne la parole à des fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Sigrid Berger, 37 ans, administratrice territoriale de formation, de nous parler du recrutement. Elle est fondatrice de Profil Public, la plateforme d'emploi qui modernise le recrutement dans le secteur public. Elle est également passée sur un poste de communication, on aborde cet aspect qui n'avait pas encore été discuté dans le podcast. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube aujourd'hui, à noter le podcast, à le partager à 2 personnes autour de vous, si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Sigrid. Bonjour David. Merci d'être avec nous pour parler de ton parcours, de tes missions, des conseils que tu peux nous donner, et notamment de Profil Public, bien sûr. Je vais d'abord te présenter. Sigrid Berger, tu es née en juillet 1987 à Nantes, et après un baccalauréat scientifique, tu intègres Sciences Po Paris, 2005 à 2010. Tu y feras ton année à l'étranger et la 3e année à la Simon Fraser University au Canada, avec une spécialité portée sur les arts et les sciences sociales. C'est d'ailleurs un aspect qui t'intéresse car tu feras partie du bureau des arts à Sciences Po, chargé de partenariat avec l'Opéra national de Paris. Tu fais un premier stage de février 2009 à juin 2009 à Havas en tant que consultant de communication dans le secteur public, avant de réaliser un stage au musée d'Orsay en tant que chargé de mission mécénat les 6 mois suivants. Et en janvier 2010, tu es alors au 2e semestre de ton Master 2, tu le finis avec 6 mois de préparation intensive pour les concours administratifs que tu tentes, ENA, INET, École nationale d'administration et Institut national des études territoriales. Tu seras d'ailleurs admissible à l'INET la première fois, mais malheureusement non admise. À partir de septembre 2010, tu es chargé d'administration culturelle à l'atelier de Paris Caroline Carlson pour 1 an et tu retentes les concours à l'issue de cette année. Et cette fois-ci, c'est la bonne puisque tu seras admise à l'INET en 2011. Au cours de ta formation à l'INET, tu feras 3 stages, l'un dans le département du Nord au sein du service du développement culturel, le deuxième au secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa, et le dernier, tu reviendras dans le Nord au sein de la direction des ressources humaines de la région Nord-Pas-de-Calais. À ta sortie de l'INET en 2013, tu intègres la région Hauts-de-France, qui fusionne la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais, d'abord en tant que directrice adjointe, puis en tant que directrice sur la communication. Après 3 ans à la région Hauts-de-France, tu deviens en octobre 2016 directrice adjointe des services aux demandeurs d'emploi au sein de Pôle emploi, à Paris pendant 1 an. Tu quitteras Pôle emploi en octobre 2017, notamment pour créer Profil Public, mais ça tu nous l'expliquais bien sûr au cours de ce podcast. Tu aimes beaucoup la danse que tu pratiques encore et tu es maman de 2 jeunes petites filles. Sigrid, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Alors, je dirais que c'est ma formation à l'INET, à l'Institut national des études territoriales, qui forme les managers dans les collectivités territoriales, parce que je pense que c'est la première fois où j'étais finalement en formation avec des personnes un petit peu de tous âges. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu parce qu'on bénéficie finalement de l'expérience de personnes qui ont déjà travaillé et qui ont déjà travaillé plusieurs années, soit en collectivité territoriale, soit dans le secteur privé aussi. Et au fur et à mesure de la formation, des mises en pratique, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir gagné des années d'expérience. Puis c'est aussi des personnes et aussi des amis qu'après on peut recontacter au cours de sa carrière pour prendre conseil parce que ils ont beaucoup d'expérience et qu'on bénéficie de leurs conseils. Vous étiez un groupe de combien et aujourd'hui tu es resté en contact avec la plupart ?
Alors, on était 60 dans la promotion et il faut savoir qu'à l'INET, les promotions sont quand même très soudées parce qu'on a 18 mois de formation ensemble avec des temps collectifs à Strasbourg. Et je dirais que parmi mes meilleurs amis, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la promotion. Et puis aussi à l'INET, il y a pas mal de cohésion avec les autres promotions des autres années parce que c'est finalement des petits effectifs. Ça nous donne déjà envie de rejoindre l'INET, merci. Première fois que tu te retrouves avec donc, des personnes de tout âge et qui sont aussi animées par la même cause, l'action publique. Quand tu rentres à Sciences Po, c'était aussi des personnes qui partageaient peut-être la même chose que toi. Qu'est-ce que tu cherchais toi quand tu es rentré à Sciences Po Paris ? Alors à Sciences Po, je dirais que les horizons sont un peu plus variés parce qu'au final, les masters après sont très variés. Aujourd'hui, à Sciences Po, il y a aussi bien des masters finance que des masters affaires publiques ou des masters journalisme. Après, quand je suis rentrée à Sciences Po, je voulais être soit journaliste, comme beaucoup d'étudiants de Sciences Po, soit travailler dans le développement des politiques culturelles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours animée. Et du coup, j'ai choisi le master affaires publiques, notamment pour travailler dans le développement culturel. Oui, parce que tu feras partie du bureau des arts, tu feras ton année à l'étranger orienté sur la culture. Et tes 2 stages, d'ailleurs, chez Havas, puis en tant que chargé de mécénat au musée d'Orsay, comment tu les as choisis ? D'ailleurs, c'est assez intéressant, le côté privé, en premier. Comment tu as vécu ces expériences ? Alors, j'avais choisi notamment le master affaires publiques qui s'appelait à l'époque en alternance, pas en alternance comme apprentissage, mais en alternance publique et privée, parce qu'on devait faire pendant un an de stage, dont 6 mois dans le secteur privé et 6 mois dans le secteur public. C'était vraiment pour ceux qui, j'allais dire, quelquefois hésitaient de se dire est-ce que j'ai envie de travailler dans le secteur privé pour le secteur public ou dans le secteur public, dans la fonction publique. Et donc j'ai choisi finalement un premier stage plutôt en communication publique parce que j'ai toujours bien aimé aussi l'univers de la communication et la créativité qui entoure l'univers de la communication. Et donc j'ai fait 6 mois chez Havas. Ça m'a beaucoup plu parce qu'on voyait une variété finalement de clients et que c'était de la communication au service de la fonction publique. Et ensuite, j'ai retrouvé un petit peu mes premiers amours avec le développement culturel, puisque j'ai voulu faire un stage au musée d'Orsay et j'ai été prise en chargée de mécénat pendant 6 mois au musée d'Orsay. Et ça, c'était un petit peu aussi mon rêve de se rendre chaque matin dans le musée. C'était vraiment très, très chouette. Quelles sont les spécialités déjà du musée d'Orsay ? Alors, la peinture du 19e siècle, avec aussi tout ce qui est sculpture, mais il y a vraiment toute cette période-là qui est peut-être la période la plus intéressante, je dirais, en termes de peinture. Alors, personnellement, mais voilà, c'est les Degas, les Renoir, tout ça. D'accord. Mais alors, d'où vient cet intérêt pour la territoriale ? Parce que tu peux très bien faire de la culture côté État, au ministère de la Culture ou dans des opérateurs. Comment tu choisis l'Institut national des études territoriales ? Alors, c'est en discutant finalement avec des fonctionnaires en poste et aussi des professeurs de Sciences Po, où je me suis rendu compte que tout ce qui était politique culturelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus mené au niveau local et donc à l'échelle notamment des villes. Et c'est ça qui m'a finalement assez intéressée. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir directrice des affaires culturelles au sein d'une ville. Et donc, j'ai passé l'INET vraiment dans cet objectif-là. Mais à partir de quel moment, en fait, tu souhaites devenir fonctionnaire ou alors travailler dans le domaine culturel ? Et une des manières de travailler dans le domaine culturel, c'est la fonction publique. Comment tu articules un petit peu ces 2 souhaits ? Et est-ce que cette réflexion, tu l'as déjà au stade de ta 3e année, peut-être à l'étranger ou à l'issue de ton stage au musée d'Orsay ? Alors, j'allais dire la fonction publique et le service public en tant que tel. Je pense que inconsciemment, ma mère est prof d'anglais, mon père est médecin hospitalier. Donc, c'est vrai que je ne me voyais pas forcément travailler pour le secteur privé. Inconsciemment, je pense que ça joue. J'ai des oncles aussi, un oncle qui a travaillé au ministère de l'Agriculture, dans des organisations internationales, un autre en développement local, en agence de développement. Donc ça, dans l'inconscient, je pense que ça joue. Et le fait de choisir, c'est vraiment avec le choix du master affaires publiques où je me suis dit, j'ai envie de travailler pour la fonction publique, pour le service public. Donc plutôt un environnement familial, en tout cas, qui te fait baigner dans la fonction publique. Quelle est l'ambition
que tu portes pour la fonction publique ? Alors, je pense que c'est au moment aussi où j'ai travaillé à la direction générale de Pôle emploi, où je trouvais qu'il y avait, je dirais, un manque dans la fonction publique, ou en tout cas ça m'a sauté aux yeux parce que j'ai travaillé en communication et aussi en ressources humaines au final sur les stratégies d'attractivité RH. Et là, en voyant des offres d'emploi du service public, je me dis, là, c'est pas possible. Les offres d'emploi sont très longues, pleines d'acronymes. Ça donne pas envie de rejoindre la fonction publique. J'ai envie de travailler pour finalement un petit peu lutter contre ce déficit d'attractivité de la fonction publique. Et j'ai envie de moderniser le recrutement du service public. Donc ça a été un peu le point de départ et mon ambition pour la fonction publique. Donc on retrouve une patte un peu aussi créativité. Ton ambition première quand tu rentres à l'INET, c'est de travailler dans l'action culturelle, la politique locale. Et ensuite, chemin faisant, ta réelle passion peut-être, puisque quand même c'est depuis 2017-2018, et tu es encore présidente et CEO d'une certaine manière, dirigeante de cette entreprise. C'est vraiment ça qui t'anime au quotidien aujourd'hui ? Alors oui, le cheminement, en fait, peut-être le point de bascule entre le développement culturel et finalement mon action au sein de Profil Public, c'est quand je suis en formation à l'INET, à l'Institut national des études territoriales. Là, c'est vrai que c'est une formation où on nous incite à faire beaucoup de stages quand même. Donc forcément, mes premiers stages sont quand même plus dans le développement culturel. Et au fur et à mesure de la formation, on nous incite quand même à faire soit un stage en finance, soit en ressources humaines, soit côté, juridique, marché public, en tout cas en fonction ressources, fonction support. Je ne vais pas forcément aller en finance parce que ça ne m'attire pas spécifiquement. Donc c'est vrai que pour moi, ce qui m'attirait le plus, c'était quand même travailler aussi autour de l'humain. Et donc, les ressources humaines, ça me paraissait intéressant d'aller creuser ce domaine-là. Et j'ai fait un de mes derniers stages de l'INET auprès du DRH de la région Nord-Pas-de-Calais à Lille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler justement sur l'humain et sur le développement finalement de politiques culturelles, parce que fois on pense ressources humaines, la gestion de la paix, etc. Mais il y a tout un pan des ressources humaines qui est autour des projets à mener en termes de ressources humaines, et c'est cette partie-là des ressources humaines qui m'a beaucoup plu. Et finalement, c'est un peu une opportunité, mais c'était mon dernier stage de l'INET. Ça s'est très bien passé. J'aimais beaucoup la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'ai bien aimé l'ambiance au sein du conseil régional et je me voyais bien y rester. Et le DRH m'a proposé 2 postes. Un poste de directrice adjointe des affaires culturelles et un poste à la communication, de directrice adjointe de la communication. J'ai passé les entretiens, comme tout le monde. Je pense que le poste de directeur adjoint des affaires culturelles, il était peut-être pas forcément à ce moment-là pour un administrateur territorial, parce que peut-être plus politique. Donc finalement, j'ai fait l'entretien, j'ai passé l'entretien et j'ai été prise en tant que directrice adjointe de la communication. Et j'ai retrouvé un petit peu ce que je faisais au sein du stage de consultante en communication aussi à Havas, où l'univers de la communication, ce qui m'a énormément plu, c'est d'être en relation avec finalement des créatifs, le service web, le service qui est en charge des affiches print, l'événementiel, toute cette partie-là, les relations presse, les photographes, les vidéastes, parce qu'on avait un service photo et vidéo aussi intégré. Et cette partie très créative de la communication, être en relation directe avec les créatifs, ça m'a énormément plu. Donc, tu avais 2 possibilités et ça a été directrice adjointe de la communication. C'est quand même quelque chose d'assez atypique. On s'attend plutôt, attaché administrateur, d'avoir des missions juridiques, ressources humaines, finances et ou alors politique publique de type affaires culturelles. Comment toi, tu as vécu cette entrée dans la communication et peut-être par rapport à tes camarades aussi qui se sont dit mais tiens, c'est bizarre, dans la promo, tu es peut-être l'une des seules à avoir fait quelque chose, un petit pas de côté, mais toujours dans la fonction publique. Oui, c'est vrai que c'est un poste très atypique pour un administrateur territorial. D'ailleurs, en petite anecdote, je dirais que même mes responsables de promotion, parce qu'on est suivi à l'INET par des responsables de promotion, ils m'avaient plutôt déconseillé de prendre le poste en me disant que c'était pas un poste
en fonction ressources traditionnelles comme les RH, les finances, et que pour rebondir après, ça allait être assez compliqué. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'animait et je pense que finalement, peut-être que le DRH m'avait bien cerné. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, même si c'est un poste atypique, j'étais directrice adjointe et j'étais beaucoup positionnée finalement quand même sur les RH de la direction, le suivi de l'administratif, du financier, du juridique. Donc j'avais finalement l'ensemble de la palette des fonctions ressources, mais plus la partie quand même créative en lien avec la directrice sur la stratégie de communication, le plan de communication, le lien aussi à la fois avec la direction générale mais le cabinet, et d'avoir une vision très transversale de la collectivité et de l'ensemble des politiques publiques. Le DRH avait donc bien compris qui tu étais. Est-ce que dernière question de cette partie 1, toujours classiquement un objet, une œuvre d'art, un film, un livre, qui est signifiant pour toi et qui vraiment représente ce que c'est que la fonction publique ou peut-être même ce que c'est une directrice de communication? Je dirais peut-être en lien avec mon quotidien et un petit peu ce qu'est le secteur public. Un livre qui m'a marqué, c'est L'avenir du service public de Sébastien Soriano, qui est aujourd'hui responsable de l'hygiène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il expose finalement un nouveau rapport de l'État et un nouveau rôle de l'État, au lieu d'avoir un État trop descendant, qui veut un petit peu avoir le monopole de l'intérêt général. Il dit finalement l'État, il faut qu'il accepte qu'il n'ait plus le monopole de l'intérêt général et il faut qu'il sache capter des initiatives qui existent partout sur le territoire. Et ça, je trouvais ça intéressant. En tout cas, ça faisait un peu écho à mon parcours parce que quand j'ai fait mon pas de côté et que j'ai créé Profil Public, au final, c'est vrai que comme j'étais fonctionnaire, je voulais le faire au sein du service public. Finalement, c'est un peu paradoxal, mais j'ai dû faire un pas de côté pour créer Profil Public, alors que peut-être que l'État, s'il savait se saisir peut-être d'initiatives, même d'initiatives, je pense, citoyennes, mais il aurait tout à gagner pour finalement offrir un meilleur service aux usagers, un meilleur service public, plutôt en s'alliant avec les forces sur le terrain. En termes de moyens humains, matériels, financiers? En termes, je dirais, de moyens humains notamment, c'est-à-dire pouvoir repérer au sein de la société, et notamment au sein de la société civile, parce qu'il y a une multitude aussi d'associations, d'initiatives citoyennes à l'échelon local, et savoir les repérer et être très en phase avec le terrain. Ça permet justement potentiellement de s'allier, de faire des alliances État avec ces citoyens qui sont partants pour peut-être réinventer des choses et réinventer le service public, améliorer aussi le service public. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui est intéressant dans ce livre. Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment quelque chose moi qui m'avait marqué quand j'étais au sein de la Charente-Maritime aux grandes écoles, qui fait partie d'une fédération des territoires aux grandes écoles et qui fait, à plus grande échelle encore, fait partie du collectif Mentorat. Et donc la mise en œuvre de leur politique Un jeune, un mentor s'appuie vraiment sur des associations qui, souvent bénévoles, avec des schémas vraiment de financement très légers, sont capables quand même d'avoir des leviers d'action. L'Accordé, par exemple, qui est vraiment, pour le côté fonction publique, est quand même la référence. L'État sait peut-être que son système, son fonctionnement est un frein en termes de réactivité et de souplesse. Et donc c'est intéressant que tu le cites, parce que forcément avec Profil Public, tu as dû être aussi confronté, mais ça on y reviendra bien sûr dans la partie 2, au moment de la création, de comment tu te structures. Mais avant ça, on va bien sûr parler de ton poste de directrice de communication, dans la partie 2. Sigrid, à la sortie de l'INET en 2013, tu commences sur des fonctions de communication à titre principal. On a pu l'évoquer déjà un petit peu dans la partie 1 de quoi il s'agissait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est structuré, comment la mission communication dans des administrations est à la fois cruciale, importante, mais comment en transversalité elle fonctionne? Alors je dirais que la mission communication, en tout cas dans les collectivités territoriales, elle est quand même à la croisée de l'administration et du politique. Le rattachement, ça dépend. Il y a des directions de la communication qui vont être attachées au directeur ou à la directrice générale des services, d'autres plutôt au cabinet, d'autres qui ont un double rattachement. Nous, on avait plutôt un double rattachement, cabinet et direction générale. Et après, ce qui était intéressant, c'est qu'on était en lien au sein de la direction. J'avais plusieurs services
un service relations presse, un service web, un service édition print, un service événementiel, un service photo, vidéo. Donc un petit peu tous les métiers, je dirais, voilà, de la communication. Combien d'agents sur... 50 agents, donc grosse direction de la communication. Et du coup, pas mal de services aussi à gérer. Et il y avait bien entendu un service administratif en fait, qui était très relié aux finances, mais qui était, je dirais, un peu déconcentré dans la direction de la communication, mais où il y avait un petit peu l'ensemble des fonctions ressources. Quelle était la mission toi, que tu préférais dans les 6-7 domaines que tu nous as cités ? Alors, pas évident de dire, mais j'avoue que le service web, ça m'a toujours intéressé, je dirais, le côté un peu numérique et digital, et d'y voir plus clair, en tout cas de mieux comprendre comment ça fonctionnait, quelles étaient un petit peu les nouvelles techniques, les nouvelles tendances. Ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que vous gériez hautefrance.fr, par exemple, je ne sais pas si c'était ça le titre exact, avec une interface ergonomique, plaisante, avec la volonté que l'usager trouve toutes les informations au bon endroit. C'est ça le web ? On gérait effectivement le site web de la région, mais aussi, je dirais, une galaxie de services numériques autour. Quelquefois, il y avait un service spécifique, je dirais, pour les jeunes. Ça pouvait être en lien aussi avec des applis, finalement. Donc, finalement, ce n'est pas que le site web, mais il y a principalement, oui, ça. La communication institutionnelle publique, son fonctionnement, est-ce qu'il est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver dans le privé ? Alors, je dirais que moi, ce que j'avais vu dans le privé, c'était quand même le privé au service de la fonction publique et du secteur public. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Mais par contre, la communication publique, ce qui est intéressant à mon sens, c'est de voir comment on peut mener des stratégies avec l'ensemble des politiques publiques et du coup d'être amené un jour à travailler avec la direction des transports de la région et un autre jour avec la direction de l'économie et de pouvoir mener des stratégies de communication pour aussi ces différentes directions. J'ai trouvé ça passionnant. Ça rejoint l'idée que c'était un poste transversal et clé. Au sein de cette administration, comment ça fonctionnait un petit peu la prise de décision ? C'était plutôt ton directeur général des services qui donnait un peu le tempo en réunion de sous-direction le lundi matin, ou c'était vraiment un rapport direct avec l'élu ? Comment toi tu pouvais évoluer ? Quelle liberté tu avais ? Et derrière aussi, c'est la question de la rapidité en fait, de mise en œuvre. Est-ce que quand ton agent te produisait quelque chose, tu devais absolument faire valider et ça prenait un peu de temps, et donc comment toi tu t'y retrouvais ? Je dirais que ça dépend aussi des collectivités, parce qu'il y a eu un moment donné où moi j'ai commencé mon poste à la région Nord-Pas-de-Calais. On était rattaché plutôt au directeur général des services et même rattaché à une directrice générale adjointe qui gérait un pôle vie institutionnelle, dont la communication. Donc là, nos points, j'allais dire, de validation étaient finalement du côté de l'administration en lien avec la directrice générale adjointe. Mais après la bascule politique, on a été rattaché au cabinet et avec la fusion des régions, donc région Hauts-de-France. Et donc là, finalement, j'allais dire, les validations étaient plutôt côté cabinet. Sachant que quand on était rattaché côté administration, souvent on avait une double validation, donc il y avait toujours ce regard. Il y avait toujours ce regard politique. Je dirais pas que c'était long, mais il y avait un peu quand même une vision, un équilibre entre la vision portée par l'administration et le cabinet. Mais ça a toujours été, que ce soit dans les deux modes de fonctionnement. C'est juste qu'il y a un mode de fonctionnement qui était plus au service du politique et l'autre un peu plus transversal et un peu plus aussi la communication institutionnelle. Parce que la communication, il y a les deux pans, l'institution et la communication politique. Et dans les deux cas, franchement, la communication, ça a toujours été rapide. Okay. Parce que comme il y a quand même toujours le cabinet derrière, ça va très vite. Tu peux passer avec un bulldozer et exiger les informations nécessaires. Comment on se forme à la communication ? À l'INET, est-ce qu'on en fait déjà un petit peu ? Tu as un intérêt certain pour la communication et pour la culture, l'aspect création. Mais comprendre les nuances du web, comprendre comment fonctionne LinkedIn, par exemple, Instagram, chaque réseau social. Comment toi, tu as pu aborder ça, en plus à un niveau hiérarchique quand même assez élevé, directrice adjointe puis directrice ? Alors, au début de mon poste, il m'avait plutôt positionné ici sur les fonctions, je dirais, administratives, donc en lien avec le service administratif et d'avoir la vision transversale des fonctions ressources. Mais comme c'est vrai que j'aimais beaucoup la partie communication et créative,
Au fur et à mesure, j'ai beaucoup appris en lien aussi avec la directrice avec laquelle je travaillais, et j'ai appris finalement un petit peu sur le tas en lien avec l'ensemble des chefs de service. Et je dirais que c'est par mon appétence à la communication que petit à petit, je me suis, je dirais, un peu auto-formée. Si on aime par exemple beaucoup les réseaux sociaux, finalement le fait de regarder ce qui se fait aussi ailleurs, on se forme et on apprend finalement petit à petit comme ça. On parle de communication, on est en 2024. On a peut-être du mal à s'imaginer aujourd'hui comment ça fonctionnait entre 2013 et 2016. Quels étaient peut-être les outils principaux? J'en avais parlé avec Maxime Tory, qui était conseiller municipal à Montmorency. C'est un des épisodes dans la saison 1 où lui avait créé une page Facebook et il disait que ça avait révolutionné la communication institutionnelle, la communication de cette ville de 25 000 habitants. Bon, la région Hauts-de-France, c'est plus d'habitants. Est-ce qu'il y avait déjà une page Facebook? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le contexte créatif, le contexte communication il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, il y avait déjà en tout cas une page Internet. Facebook. Il y avait déjà Internet. Il y avait déjà une page Facebook. Et effectivement, on s'appuyait beaucoup plus, j'allais dire, sur Facebook que maintenant, on s'appuierait plus davantage sur Instagram, etc., TikTok ou autre, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui lancent leur TikTok. Je dirais que ça n'a pas non plus énormément changé. Les outils, effectivement, évoluent et changent. Les canaux changent de communication. Mais la stratégie, après, elle reste fondamentalement la même. C'est-à-dire qu'on avait aussi un service relations presse. Les relations presse, le métier n'a pas énormément évolué. Alors, forcément, avec le digital, ça évolue. Mais les fondamentaux restent les mêmes. Et le quotidien d'une direction de la communication, c'est... on a le plan de communication, on a la stratégie de communication. Et à l'intérieur, on va avoir des actions de communication. Je ne sais pas, on a un événement. Donc il y a tout le service événementiel qui va préparer l'événement, le service relations presse qui va justement s'emparer du sujet pour en faire parler la presse, le service vidéo et photo qui va être mobilisé le jour de l'événement, par exemple je pense au Paris-Roubaix. Voilà, c'est vraiment un petit peu toute cette dynamique qui se construit. Par exemple, je prends l'exemple d'un événement, mais c'est de même sur d'autres actions de la région. Et ensuite, par exemple, le fait d'en parler sur le site web de la région, sur les réseaux sociaux, voilà, c'est toute cette dynamique qui se crée autour d'événements ou d'actions. Et qui existait en 2013 et qui existe toujours aujourd'hui. D'accord, donc il n'y a pas une profonde évolution, même par rapport au numérique. Est-ce que les usagers consomment beaucoup plus du numérique, ou en fait le flyer et l'affiche dans des lieux restent quand même des incontournables de la communication de terrain? Par exemple, on s'était posé la question du fameux journal régional. Est-ce qu'il bascule sur un format digital ou non? Et après en avoir discuté d'ailleurs avec pas mal de collectivités, et encore beaucoup, on en reçoit d'ailleurs dans nos boîtes postales les journaux de la région, du département, de la ville, etc. Et on s'était aperçu que quand même, par exemple, le papier et le support papier étaient importants finalement pour les usagers, et d'avoir ce lien, parce qu'on se doit aussi, en tant que service public, de se dire finalement je touche tout le monde, et même ceux qui n'ont pas accès au digital. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi veiller à ça au sein de la fonction publique, de se dire ceux qui sont un peu plus éloignés du digital, c'est important aussi de garder des supports papier. Je te rejoins tout à fait sur la communication à l'égard des publics éloignés, notamment sans doute les seniors côté numérique. Mais il y a aussi, par exemple, d'autres personnes éloignées, les demandeurs d'emploi. Ça fait le lien avec le second poste que tu as occupé après l'INET. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience courte d'1 an au sein de Pôle emploi? Alors, Pôle emploi et aujourd'hui France Travail, puisque Pôle emploi a changé de nom. J'ai rejoint Pôle emploi justement après la région Hauts-de-France. Il y avait eu la fusion des régions, et du coup, ça m'avait amené finalement à se dire j'aimerais bien changer de poste. Et j'ai rejoint la direction générale de Pôle emploi. J'étais directrice adjointe des services aux demandeurs d'emploi. C'était une direction qui travaillait alors assez en lien quand même avec la communication, et donc ça faisait le lien quand même avec mes expériences précédentes, et très en lien aussi avec, je dirais, tout le réseau de Pôle emploi, et notamment les agences, à savoir quels sont les services qu'on peut proposer aux demandeurs d'emploi, que ce soit des services en tant que formation,
et les amener finalement à s'interroger, voilà, comment on peut les amener à avoir un meilleur retour à l'emploi et les aider dans ce cheminement. Mais quand tu dis Pôle emploi central, donc c'est Paris, c'est éloigné un petit peu des usagers du quotidien que tu pouvais toucher d'une certaine manière quand tu étais en région de France. Comment ça s'est passé ce changement ? Alors, j'étais à la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait ce qu'on appelle un détachement pour rejoindre la direction générale de Pôle emploi, donc pour rejoindre finalement le service de l'État. Et à Pôle emploi, en fait, c'est une direction générale qui gère en fait un peu toute la stratégie de Pôle emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pôle emploi, c'est une direction générale, mais il y a toutes les agences Pôle emploi sur le territoire. Il y avait la direction départementale, les directions régionales. Donc c'est quand même une énorme machine. Mais par contre, c'est une grosse machine, mais ça ne veut pas dire qu'on est éloigné. On est si éloigné en fait de l'usager, parce que quand j'étais à la direction générale de Pôle emploi, quand je suis arrivée, j'ai eu une immersion d'une semaine en agence. Et donc, j'ai vu le quotidien, on va dire, d'une agence Pôle emploi, des difficultés qu'ils pouvaient aussi avoir en agence, parce qu'en fonction de la stratégie, il faut toujours s'adapter. Et donc, finalement, la direction générale, elle est au contact quand même des usagers, bien entendu. D'accord, donc un contact quand même avec les usagers. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience d'1 an au sein de Pôle emploi, aujourd'hui France Travail ? Comment tu as vécu cette année ? Alors, ce qui m'a particulièrement marqué, je dirais, à Pôle emploi, c'est le fait qu'ils étaient finalement assez pionniers, malgré les idées reçues qu'on peut avoir sur Pôle emploi ou France Travail. Et ils avaient développé un lab. C'était peut-être un des pionniers à avoir développé un lab de l'innovation. On faisait venir au final les conseillers Pôle emploi en agence pour partir du terrain et répondre à leurs problématiques et trouver une solution ensemble. Et il faisait venir justement des collègues de différentes directions. Par exemple, il mêlait la direction du digital avec la direction des services aux demandeurs d'emploi, avec quelqu'un de la communication, pour essayer de faire vraiment travailler, je dirais, l'administration en transversalité. Et ça m'a beaucoup étonnée. C'est là où j'ai rencontré, par exemple, Paul Duhan, qui était un entrepreneur et qui travaillait à l'époque sur Bob Emploi, qui est un service digital qui permettait justement aux demandeurs d'emploi d'avoir, je dirais, un accompagnement numérique et de se sentir peut-être un peu moins seul au quotidien dans sa recherche d'emploi et d'avoir chaque jour des petites notifications avec des conseils. Il poussait des conseils aux demandeurs d'emploi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est là que j'ai découvert aussi les startups d'État qui existaient à Pôle emploi en lien avec la direction interministérielle du numérique. Un petit groupe projet qui travaille en interne sur un projet qu'ils souhaitent porter en mode finalement start-up, mais start-up interne à l'administration. Mais quand tu parles de start-up d'État, on est en 2016-2017, c'est la période aussi où le candidat Emmanuel Macron, à l'époque, parlait beaucoup de start-up. Est-ce que cet écosystème entrepreneurial existait déjà avant, ou c'est vraiment un temps particulier ? Alors, je pense que l'écosystème existait avant. J'aime pas trop le terme de Startup Nation d'ailleurs. Ce qui était un peu nouveau, en tout cas au sein de l'administration, c'est justement ce dispositif de start-up d'État ou start-up de territoire, parce qu'après c'était vrai aussi pour les collectivités, c'est de se dire j'ai un petit groupe de personnes qui veulent travailler sur une problématique de terrain, j'en fais une start-up interne, c'est des dynamiques finalement d'intrapreneuriat, et donc un groupe de personnes qui portent un projet innovant au sein du service public pour améliorer le service public et qui sont reliés à la direction interministérielle du numérique pour faire avancer notamment les choses sur des projets beaucoup digitaux au final. Donc ils quittent leur administration pour être rattachés à cette direction spécifique et ils ont quartier libre, vraiment. Bon, ils ont peut-être un contrat à la base pour dire voilà, l'objectif c'est ça, on se fixe tant de mois et on y va et comme un entrepreneur classique, il va travailler jours et nuits d'une certaine manière pour atteindre son objectif et pour développer. Alors c'est un peu ça, par exemple à Pôle emploi, c'était des agents finalement de Pôle emploi qui quittaient. Alors pendant une durée, au début c'est vraiment un test pendant 6 mois, et si ça fonctionne et qu'on voit que le service qu'ils ont créé a, je dirais, un avenir,
Ensuite, leur contrat un petit peu est renouvelé de 6 mois, en tout cas en lien avec la direction interministérielle du numérique. Ce qui n'est pas évident pour les administrations, et c'est ça qui est un peu un changement de culture, c'est de se dire, par exemple, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui a une idée et un projet. Est-ce que j'ai envie de le laisser partir et de lui laisser le temps d'aller faire finalement une start-up interne en lien avec la direction interministérielle du numérique. Et c'est vrai que ça, c'est un des freins auxquels peut-être la direction interministérielle du numérique s'est confrontée au départ. Cette logique-là, on la retrouve même dans les ressources humaines classiques où le bon agent va essayer de le garder et on va dire le mauvais agent, entre guillemets, on va le laisser partir très facilement. Et donc, c'est parfois un contre-signal de dire je suis disponible dans les 2 semaines qui suivent parce que mon chef veut me laisser partir. Alors même qu'on peut très bien s'entendre avec son chef et qu'il est d'accord pour nous laisser partir. Ok, et tu nous disais dans la partie 1 justement que tu as eu ce basculement à partir du constat que les offres d'emploi étaient peut-être mal construites et que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter cette transition ? Je dirais que ça a émergé au fur et à mesure de Pôle emploi. Quand j'y travaillais, c'est vrai que je voyais beaucoup ça émerger sur les réseaux sociaux. Je voyais beaucoup de posts finalement du secteur public qui étaient aussi partagés et plutôt sous forme de fiches de poste que de véritables offres d'emploi attractives. Et ça m'a vraiment marqué avec mon double regard finalement de communicante et RH. Et je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose pour rendre la fonction publique beaucoup plus attractive. Et j'ai voulu me mettre 100% sur ce projet-là. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai créé Profil Public. Pour sauver un petit peu cette image, cette attractivité, parce qu'on perd peut-être de très loin par rapport au privé. En octobre 2017, comment ça se passe ? Tu demandes disponibilité ? Alors, je finis mon détachement finalement à Pôle emploi, donc je reviens finalement rattachée à la région Hauts-de-France, mais du coup, je demande une disponibilité, donc comme un peu un congé sabbatique, dans lequel on n'est pas rémunéré, mais je prends une disponibilité pour tester finalement cette idée. Alors, pas pour me lancer et pas pour créer une entreprise, parce que ce n'était pas mon idée du tout au départ. C'était plutôt pour travailler sur le projet, et notamment parce que j'avais été prise sur un appel à projet lié à la mairie de Paris, puisque c'était une association qui était subventionnée par la mairie de Paris, qui s'appelle WILA aujourd'hui, W-I-2-L-A, mais qui s'appelait Paris Pionnière à l'époque, qui aidait finalement les femmes à porter leurs projets. Et je me suis dit, je postule. Je propose l'idée de Profil Public et je vois si ça marche. Sachant qu'en parallèle, j'avais tapé à la porte de la direction interministérielle du numérique pour essayer de monter le projet en intrapreneuriat. Puisque mon idée, c'était de se dire, je suis fonctionnaire. À la base, je veux porter le projet en interne. Mais c'est là où ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai fait un pas de côté et je me suis mise en disponibilité ensuite. Mais mon idée de première était de rester au sein de la fonction publique. Parce que le terme intrapreneuriat, on voit bien la définition de « je développe un projet inédit » qui se rattache peut-être aussi à des missions d'ordre économique privé. Mais en restant fonctionnaire ? C'est en restant fonctionnaire, en lien avec la direction interministérielle du numérique. Donc j'avais proposé le projet de Profil Public à la direction interministérielle du numérique. Mais c'est vrai que la difficulté à laquelle je me suis heurtée, je dirais, à cette époque-là, c'était que c'était quand même le début, je dirais, des startups d'État et des startups de territoire. Et à l'époque, il fallait qu'une administration derrière porte le projet et mette un budget, il me semble que c'était 200 000 euros pour porter le projet. Et c'est vrai que, à la hauteur d'une institution, aucune institution ne me connaît à part la région Hauts-de-France. Et de se dire, je vais miser sur un projet de nouvelles plateformes pour rendre la fonction publique plus attractive. Je pense que il y avait pas mal de barrières à l'entrée. Et finalement, c'est pas si étonnant que ça avec le recul que ça n'ait pas pu se faire en interne, même si c'est paradoxal. Et donc là, c'est là où je fais un pas de côté et je rentre dans l'incubateur de WILA. WILA était un incubateur, donc permettait à des initiatives de se développer. Et donc toi, tu rentres dedans, tu habites à Paris à ce moment-là ? À ce moment-là, j'habite à Paris parce qu'avant, j'étais à la direction générale de Pôle emploi. Donc, je quitte mon poste à la direction générale de Pôle emploi. Je rentre dans ce programme de 6 mois, qui est un programme justement pour aider les femmes et tester une idée.
C'est pas forcément de la création d'entreprise. Il y a vraiment des initiatives variées. Et au bout des 6 mois, en fait, on fait le bilan et on voit si ça marche ou pas. Et pendant les 6 mois, on a des cours, on va dire, aussi bien des cours de digital, des cours aussi liés au juridique, à la création d'entreprise aussi en tant que telle finalement. Et petit à petit, les experts qui sont associés à ce programme m'amènent à me questionner sur finalement qu'est-ce que tu as envie de faire de cette idée. Voilà, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une association? Comment tu veux porter ce projet puisque ça a l'air de fonctionner quand même. Il y a une idée, il y a une appétence sur les réseaux sociaux, ça commence à se développer. Et est-ce que ça s'adresse uniquement aux femmes aussi? Oui, parce que c'était au moment où j'étais à Pôle emploi, donc je suis retenue au sein de cet incubateur parce que j'avais déposé un projet. Et il faut savoir que c'est un incubateur qui aide au final les femmes à porter des projets, mais tout type de projet. C'est pas forcément des projets dédiés aux femmes, on va dire. Et cet incubateur, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet d'avoir une formation accélérée en 6 mois, avec aussi bien des cours sur du digital, des aspects juridiques, des cours finalement liés à la création d'entreprises, mais c'est pas uniquement pour créer des entreprises. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la formation, en lien avec les experts avec lesquels je discute, je m'aperçois que finalement, il y a une appétence au projet, profil public commence à émerger un petit peu sur les réseaux sociaux. Et finalement, se pose la question du statut. Est-ce que j'en fais finalement une entreprise, une association, etc. Et donc tu choisis? Et je choisis d'en faire une entreprise. Alors j'ai pas mal hésité, notamment avec le format associatif, mais c'est en discutant avec d'autres où je me disais, c'est vrai que le format associatif, l'inconvénient, je dirais, c'est qu'on est un petit peu dépendant des subventions. Et j'avais peur que ça me bloque finalement par rapport à la stratégie que je voyais sur Profil Public et comment je voulais développer Profil Public. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi finalement le projet, le mode un peu plus entrepreneurial, où initialement, ça permet aussi d'avoir quelques bourses d'aide à la création d'entreprise, comme la bourse French Tech, qui permet finalement de se lancer, et notamment sur des projets digitaux, comme Profil Public et une plateforme d'emploi au final. Et à partir de quel moment tu commences à t'entourer? Parce que j'ai vu sur Profil Public que c'est une équipe de 11 personnes. Au début, bien sûr, tu es toute seule. À partir de quel moment tu es capable d'élargir ton équipe? Alors, au début, je suis toute seule avec un développeur web. Mais c'est à peu près tout dans l'équipe, même si au sein de l'incubateur, d'ailleurs tout le monde disait il faut trouver un ou une associée, etc. Donc pendant longtemps, je me suis mise en tête de trouver un ou une associée que je ne trouvais pas parce que c'est assez dur de trouver quelqu'un qui aime la fonction publique, mais qui en même temps veut potentiellement se mettre en disponibilité pour se lancer dans un projet entrepreneurial. Donc finalement, je ne trouve pas forcément. Est-ce que tu avais posté une annonce? Peut-être une fiche de poste Alors c'est au moment en fait où je publie une offre de stage. Ah oui, d'accord, ok. Donc je publie une offre de stage sur Profil Public. Alors c'était peut-être 6 mois après le début de Profil Public. Je me dis j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un aussi qui m'aide à mes côtés. Et je publie l'offre de stage et assez rapidement, je reçois une candidature de Léa, qui est aujourd'hui mon associée. Et je vois tout de suite qu'au final, elle postule, mais elle postule pas forcément au stage, puisque elle a été responsable de la communication de la ville de Rodez. Après, justement, elle refaisait une formation de responsable et chef de projet digital. Et qu'elle avait cette envie, en fait, de travailler au service du public, de la fonction publique, mais en même temps qu'elle avait cette appétence entrepreneuriale, puisqu'elle avait refait un master de digital. Et c'était dans ce cadre-là, finalement, qu'elle me contactait, parce qu'elle disait, dans le cadre de mon master, il me faudrait faire une petite expérience ou un stage en lien avec une entreprise ou un projet digital. Et j'avais vu d'ailleurs qu'elle suivait Profil Public sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit... c'est la personne qu'il me faut, et du coup on s'est appelé et tout de suite ça a matché, et aujourd'hui c'est mon associé. J'adore le caractère un peu déterminant. Elle suivait déjà Profil Public. Bon, à mon avis, c'est aussi une technique classique de suivre l'institution dans laquelle on postule. Non, je pense pas. C'est qu'il y avait un vrai intérêt. C'est que même après aussi, elle me l'a dit, c'est que elle avait vu émerger Profil Public et c'était vraiment un projet qui lui plaisait.
Et elle aimait bien la dynamique que ça créait, à savoir qu'au début, je partageais beaucoup de contenu sur l'innovation publique et les innovations qui pouvaient émerger dans le secteur public pour donner à voir finalement un autre regard du service public aux candidats. Se dire finalement donner envie aux candidats et faire changer les regards aussi sur le service public parce qu'il y a pas mal d'idées reçues. Et c'est ça qui lui plaisait bien en fait chez Profil Public. Et alors à partir de cet élargissement, de ce recrutement de ta future associée, aujourd'hui Profil Public, c'est combien d'administrations ou d'entreprises publiques partenaires? Comment ça fonctionne? Je disais tout à l'heure 11 personnes. J'ai vu que vous publiez bien sûr des études tous les ans, une sorte de manifeste. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Alors peut-être pour repréciser ce qu'est Profil Public, ce que je disais c'est que je l'ai vraiment créé pour moderniser le recrutement du service public. C'est une plateforme justement qui vise à ça. Mais derrière, on a à la fois, je dirais, un média, donc une plateforme média pour explorer finalement le service public et donner envie aux candidats. Une plateforme d'emploi pour permettre aux candidats de trouver le poste qui lui correspond au sein du service public. Et depuis peu aussi logiciel de recrutement. Et là, c'est plus pour aider les institutions publiques à optimiser leur processus de recrutement et gagner du temps. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on est une équipe de 11 personnes. On s'est vraiment développé petit à petit, parce que tout à l'heure, je disais, j'ai trouvé mon associé finalement au bout d'un an. Pendant très longtemps, on est resté à 2, voire 4. Donc, c'est développé petit à petit. Et on a fait une bascule, j'allais dire, assez récente de 5 à 11. Mais on s'est développé, je dirais, au fur et à mesure des organisations et des institutions publiques justement qui nous rejoignaient et qui souhaitaient publier des offres sur Profil Public et les mettre en visibilité, parce que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de se dire comment je publie finalement mes offres et comment je me mets en visibilité aux yeux des candidats, de notre communauté de candidats. Et aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine d'organisations du secteur public, alors tout confondu, collectivités territoriales, agences de l'État, ministères. Et c'est ça qui est intéressant, nous, à notre niveau, c'est de voir aussi la diversité des acteurs publics. Parce qu'au-delà de la plateforme de recrutement, vous accompagnez ces administrations et ces entreprises pour leur expliquer un petit peu comment moderniser leur recrutement, sur quel axe insister. C'est ça, c'est un accompagnement quand même main dans la main pour les aider sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sur une diversité de postes. Alors, je dirais, on n'est ni cabinet de recrutement, ni cabinet de conseil. On a plus un angle quand même solution et tout est raccroché finalement à notre solution digitale et outil plateforme Profil Public. On a la partie plateforme d'emploi. On va leur permettre de diffuser finalement des offres plus attractives, les mettre en visibilité, donc d'avoir vraiment une page, une vitrine employeur, je dirais aussi pour... se dire du côté de candidat, est-ce que j'ai envie de rejoindre cette institution? Est-ce qu'elle a des valeurs qui collent avec les miennes? Quels sont les projets phares qui sont portés par l'institution? Vraiment ce que je voulais savoir, moi, en tant que candidate, quand je postulais en fait, au sein du secteur public. Et ensuite, ils peuvent mettre leurs offres d'emploi. Et derrière, c'est pas qu'un simple outil. Effectivement, comme tu le dis, il y a quand même un accompagnement. Et c'est un petit peu la force de Profil Public aussi. On est spécialisé sur les enjeux de marque employeur et d'attractivité RH. Et c'est comment, tout au long finalement d'1 an, 2 ans, 3 ans et tout, on va permettre aussi aux institutions de monter en compétence sur ces sujets-là et aux équipes à la fois d'optimiser leur process de recrutement, alors via l'outil, mais aussi d'avoir un changement un peu culturel sur cette approche-là. Et sur ce changement culturel, justement, vous publiez chaque année un manifeste. En 2024, c'était sur les concours. En 2023, c'était plutôt sur le recrutement. Ça place Profil Public justement à la jonction entre ce cabinet de recrutement, ce cabinet de conseil et aussi cette institution qui réfléchit sur les enjeux spécifiques à la fonction publique actuelle. Oui, alors cette partie-là, effectivement, chaque année, on fait un livrable et on rédige un livrable vraiment dans l'idée, effectivement, d'impulser un peu ce changement culturel parce que ça nous semble important vis-à-vis des institutions qui nous rejoignent de pouvoir justement être un peu moteur et un peu pionnier sur les questions de recrutement, d'attractivité RH, de marque employeur.
Et c'est vraiment, je dirais, dans notre ADN finalement, assez naturellement, dès le début de Profil Public, il nous a paru essentiel de faire ça pour changer un petit peu les regards et aussi être force de proposition. Et vous le faites avec des ambassadeurs du service public. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? On ne fait pas tous nos livrables avec les ambassadeurs, mais on fait souvent un livrable par an avec notre promotion d'ambassadeurs Profil Public. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qu'on a lancé il y a 3 ans, tout simplement sous forme d'appel à projet. Donc on lance un appel à projet souvent au printemps-été. Et il y a une petite dizaine, je dirais, d'étudiants ou jeunes diplômés qu'on retient, puisqu'ils postulent, et qu'on retient pour les aider finalement à rejoindre par exemple la fonction publique ou imaginer d'autres types de postes qu'ils pourraient avoir dans le secteur public et mieux, je dirais, explorer et voir les potentialités de la fonction publique à nos côtés. Donc dans le programme, par exemple, on va à la fois les mettre en relation avec des personnes du service public, leur faire suivre aussi des webconférences sur des sujets, des différents métiers du service public et sur des sujets qui les intéressent. C'est-à-dire qu'à chaque début de promotion, on va les interroger sur qu'est-ce qu'ils souhaitent voir, si c'est la transition écologique, je sais pas, l'économie, des postes aux affaires étrangères, d'ambassadeurs ou en ambassade. Et on s'adapte en fonction des promotions. Et ce qui est intéressant avec ces promotions, c'est que ça fait aussi un réseau pour eux. Et ça développe un réseau au sein des promotions d'ambassadeurs. Et chaque année, à nos côtés, ils rédigent aussi un livrable pour nous partir finalement du terrain et de leurs problématiques en tant que candidats. Et donc en 2024, c'était sur les concours ? En 2024, oui, c'était sur les concours. Parce que déjà, c'est un sujet qui nous tenait à cœur chez Profil Public. On avait fait une tribune il y a quelques temps avec l'Accordé, l'association qui agit pour plus de diversité dans le service public. Et c'est vrai que la tribune, déjà, on se disait, il y a quelque chose, il faut repenser peut-être ces concours. Et là, on voulait agir, je dirais, plus concrètement avec des propositions plus concrètes et en repartant finalement aussi des témoignages candidats. Donc là, c'est un manifeste avec 20 propositions pour repenser les concours de la fonction publique. Et si on doit retenir 2 propositions de ce manifeste sur les 20, les 2 coups de cœur pour toi ? Alors, c'est pas évident, mais je dirais une sur la diversité, parce qu'avec l'Accordé, c'est vrai que c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur, constituer notamment des jurys plus représentatifs de la société, pour permettre des candidats, par exemple, du secteur privé ou des candidats un peu plus éloignés du service public, finalement, de répondre au code. Et un sujet qui me tient à cœur, parce que j'en ai beaucoup parlé avec les candidats, et notamment aussi des candidates, parce que je trouve que ça rejoint des questions d'égalité femmes-hommes, c'est la proposition finalement de repenser peut-être post-concours, alors ça concerne certains concours, comme je pense l'ENA, l'INET, le HESP, mais réviser les temps de formation post-concours, parce que beaucoup de candidats et de candidates s'autocensurent entre, je dirais, 30 et 40 ans pour passer les concours, notamment ceux qui sont jeunes parents et qui se disent moi, je ne veux pas sacrifier finalement ma famille et après partir 18 mois à Strasbourg. C'est un choix trop sacrificiel. Et du coup, c'est des sujets dont on parle avec les écoles aussi de service public, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réviser les temps de formation, peut-être sur les modalités de l'alternance, ce qui a été proposé par les candidats aussi, en tout cas ceux qui passaient les concours, se dire finalement, est-ce que les formations, par exemple à Strasbourg, ne pourraient pas être une semaine par mois et que ça serait plus simple en termes de logistique si on a des enfants et notamment des jeunes enfants ou des bébés et qu'on se lancerait plus facilement à passer des concours si c'était sur les modalités de l'alternance. Alors tu nous emmènes sur justement les conseils d'une certaine manière qu'on verra dans la partie 3, mais avant de clôturer cette partie 2, je pose souvent la question combien tu gagnes ? Alors là, cette question, elle a toute son importance aussi puisque tu as changé de position, tu étais fonctionnaire administratrice territoriale, maintenant tu es entrepreneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rémunération ? Est-ce qu'on se fait des fausses idées du domaine du privé ? Est-ce qu'on est bien au sein de la fonction publique ? Alors, c'est vrai que souvent, le service public, je dirais, a des idées reçues sur le secteur privé et inversement, le secteur privé a des idées reçues sur la fonction publique. Donc, c'est ça qui est drôle parce que au final, par rapport moi, à ma rémunération d'administratrice territoriale avant, quand je travaillais
en collectivité ou même à Pôle emploi en détachement. Au final, avec profil public, j'ai plutôt divisé par 2 mon salaire. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un choix, c'est-à-dire qu'effectivement, on gagne moins. Après, on crée de la valeur autrement, c'est-à-dire qu'effectivement, je gagne moins mensuellement, mais on crée quand même de la valeur avec son entreprise. Donc je dirais que c'est plus un choix personnel, mais dans l'entrepreneuriat, il faut être très motivé et c'est pas forcément ce qu'on lit dans les journaux sur la Startup Nation et les levées de fonds à plusieurs millions. C'est pas trop le quotidien des entrepreneurs, en tout cas qui travaillent avec le secteur public. Et sur cette dernière réponse qui mêle un petit peu les regards croisés privé-public et tout ce qu'on peut se donner comme fausses idées, on va pouvoir basculer sur la partie 3, sur les conseils pour les concours, les conseils aussi de vie professionnelle. Partie 3 sur les conseils professionnels, conseils sur les concours. Une question que j'aime poser pour commencer cette partie. Un conseil professionnel que tu peux tirer d'une situation à laquelle tu as été confronté et où tu aurais aimé savoir un petit peu en amont comment gérer cette situation difficile. Alors, du coup, je dirais que mon conseil serait peut-être de savoir aussi prendre du recul, que le travail, c'est pas tout, on ne se définit pas uniquement par le travail, parce que quand je travaillais à la région Nord-Pas-de-Calais, c'était au moment ensuite où il y a eu la fusion des régions. Donc moi, j'étais directrice de la communication côté Nord-Pas-de-Calais. Il y avait bien entendu un directeur de la communication côté Picardie. Et c'est vrai qu'une fusion ou bien une mutualisation dans une collectivité, c'est toujours un peu brutal. Il y a des cultures de travail très différentes. Et c'est un moment où j'aurais bien aimé être accompagnée. Le coaching, c'est vrai, se développe aujourd'hui, par exemple, à la prise de poste. Mais là, dans des situations, je dirais, un petit peu exceptionnelles de fusion ou de mutualisation, je pense que le coaching aurait toute sa place pour apprendre finalement à prendre de recul sur la situation et de se dire, est-ce que la situation que je vis est totalement normale, banale? Est-ce que c'est complètement ubuesque? De pouvoir jauger un peu sa prise de décision et de prendre des décisions un peu plus rationnelles dans un moment où quelquefois peut-être on est un peu plus submergé par les émotions. Je te rejoins, le coaching se développe et à ta manière. Sur ce podcast, tu coaches aussi nos auditeurs justement sur la prise de recul, mais aussi bien sûr les concours. Alors, comment on réussit un concours externe? Un conseil sur le fond, un conseil sur la forme peut-être pour réviser, préparer un concours. Toi qui l'as passé en 2011, mais tu l'as passé alors même que tu as eu que 6 mois de préparation à peu près entre juin 2010 et septembre 2010. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mon conseil serait plutôt sur les oraux, parce que ce qui m'a marqué en passant les concours, c'est qu'autant à l'écrit, on peut, je dirais, un peu masquer quelquefois ses lacunes, autant à l'oral, face au jury, à l'INET, aux différents oraux, c'est beaucoup plus difficile, parce que finalement, la posture va aussi un peu trahir, parce que ce qu'on sait moins, ils vont aller creuser davantage. Et du coup, c'est vrai que les oraux, c'est une question de posture, beaucoup. Le conseil qu'on m'avait donné, et je trouvais que c'est un bon conseil pour les oraux, c'est toujours avant de répondre à une question, de prendre finalement 3-4 secondes, on va dire, avant de répondre pour bien structurer sa réponse. Et que ça fait finalement la différence plutôt que de répondre sous le stress et d'avoir une réponse finalement peu construite. Je te rejoins tout à fait sur l'aspect on prend le temps pour après bien sûr défendre une position. Si on nous pose une question un peu politique, êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis, il faut tenir sa position, oui, non. On peut choisir l'un des deux, il n'y a pas de réponse parfaite. Par contre, la réponse imparfaite, ça va être de zigzaguer et de dire oui, puis après non, au gré des questions qui seront posées par le jury. Et donc ce petit temps de latence de 3-4 secondes est nécessaire pour avoir une réponse de qualité. Et alors, quand on regarde ton parcours, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, c'est intéressant, elle a réussi le concours de l'INET, alors que l'expérience territoriale en collectivité était somme toute limitée. Comment tu as pu, toi, le défendre devant le jury, de dire, voilà, je connais, alors effectivement avec le lien avec le champ culturel, mais voilà, comment toi, tu as pu convaincre le jury?
C'est vrai que c'est beaucoup ce qui est reproché aux candidats. Et généralement, les jurys n'aiment pas ça. Ils se disent, bon, c'est un candidat ou une candidate qui voulait peut-être avoir l'ENA ou un autre concours parce qu'ils n'ont pas d'expérience en collectivité territoriale. Après, c'est plutôt que mon choix lors du master de travailler en politique culturelle, il s'est affiné tout au long de mon master. Et finalement, c'est vrai que si j'avais eu le choix de faire peut-être une autre expérience de terrain, je l'aurais peut-être fait auprès d'un directeur ou d'une directrice des affaires culturelles dans une ville. Ça, c'est clair. Et c'est ce que je recommande aussi aux candidats quand vous passez un concours. C'est vrai que l'idéal pour un concours comme l'INET, c'est d'avoir fait au moins un stage ou ne serait-ce qu'une immersion auprès de quelqu'un en collectivité. Alors moi, à défaut, j'avais pas cette expérience-là. Par contre, j'avais pris beaucoup de contacts auprès de personnes qui étaient en collectivité, qui étaient par exemple justement directeur ou directrice d'affaires culturelles. Et j'avais pu justement avoir ces éléments-là de motivation pour défendre cette position. Et après, souvent les jurys n'aiment pas quand on est, je dirais, un peu monomaniaque sur une politique culturelle. Je pense qu'il faut se montrer aussi assez ouvert auprès du jury et de toujours contrebalancer avec aussi, on est aussi intéressé par l'administration et la gestion globale. C'est vrai que moi, le penchant quand même pour les ressources humaines, je l'avais aussi, parce que travailler sur l'humain, ça me parlait. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai défendu aussi, le côté ressources humaines ou politique culturelle par rapport à mon parcours. Ressources humaines qui restent des fonctions support classiques d'administrateur ou d'attaché. Donc c'est vrai que c'est toujours une spécialité qu'il faut identifier, finance ou juridique, en plus de sa politique publique de cœur. Il y en a pour qui c'est la culture, d'autres le sport. Maintenant, plutôt peut-être des conseils sur le recrutement. Toi qui es spécialiste chez Profil Public du recrutement, peut-être pour nos auditeurs, soit des RH, mais aussi pour nos auditeurs qui vont postuler à des offres, comment on aborde sereinement un entretien? Comment on peut faire la différence? Alors, en tant que candidat, je dirais que c'est assez similaire avec finalement des oraux de concours. Parce que les oraux de concours, je parlais de la posture, mais quand on est candidat et qu'on se présente à un entretien au sein d'une collectivité, parce que ce qui est intéressant en collectivité, c'est qu'on peut avoir un concours, mais après, il faut passer un entretien. On est inscrit, je dirais, sur une liste et on a le droit de passer des entretiens, un peu comme dans le secteur privé au final. Et une fois qu'on est aux entretiens, ce qui fait la différence, je dirais, c'est la posture. La posture de bien se renseigner sur l'institution à laquelle on postule, la collectivité à laquelle on postule, qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qui nous motive au sein de cette collectivité. Et c'est un peu tout l'intérêt, moi, avec Profil Public, c'est de dire, plus le candidat connaîtra aussi bien l'institution dans laquelle il postulera, plus il sera armé aussi pour les entretiens et plus il pourra aussi développer son appétence pour la collectivité et se dire j'ai vraiment envie de travailler pour cette collectivité. Et ça fait la différence aux entretiens. Et côté DRH, employeur, comment on réussit un bon entretien? Alors, côté employeur, je dirais qu'il y a quand même, on veut, j'allais dire, être rationnel, mais il y a quand même une part aussi de feeling au sein des entretiens. Bien entendu, il faut être aussi assez égalitaire par rapport aux candidats, mais ce qu'on aime bien avec Profil Public, c'est notamment pour ça qu'on a créé aussi un jeu de cartes pour dynamiser les entretiens de recrutement, c'est de pouvoir cerner davantage la personnalité du candidat. Parce que le candidat, il va arriver quelquefois un petit peu stressé. Et le jeu de cartes, il permet, alors pas forcément au début de l'entretien, mais au moment, je dirais, un peu pour relancer les questions de l'entretien, d'aller permettre au candidat de piocher dans le jeu de cartes une question et de pouvoir y répondre un peu plus spontanément aussi. Et en même temps, il y a des cartes joker, c'est drôle parce que le recruteur peut aussi se prendre au jeu. Et ça casse aussi un petit peu le mythe de l'entretien très codifié dans une institution publique. Donc côté recruteur, je dirais que c'est intéressant, ça marque l'esprit du candidat. Jeu de cartes que je recommande, que j'ai en ma possession, qui est sur mon étagère de décor de podcast, mais j'ai pas encore pu m'en servir. Mais j'aime bien aussi effectivement poser des questions un peu pas de côté pour découvrir un petit peu l'univers et la personnalité du candidat. Et alors côté attractivité, un conseil peut-être pour nos auditeurs? Côté attractivité, je dirais la base, c'est déjà l'offre d'emploi et pas qu'elle ressemble à une fiche de poste. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même la première vitrine de l'institution et c'est ce que le candidat voit en premier.
Donc je pense que les candidats seront d'accord avec moi qu'une offre d'emploi qui donne envie, voilà, ça change quand même beaucoup. Alors j'ai bien entendu, et aussi tout à l'heure dans la partie 1, t'en parlais, tu parles bien d'offre d'emploi mais pas de fiche de poste. La nuance, elle se joue où ? Alors la nuance, c'est que l'offre d'emploi, c'est l'offre qui va, je dirais, donner envie aux candidats de rejoindre l'institution publique, alors que la fiche de poste, c'est un document normalement à la base un peu plus interne, qui est la fiche qui détaille techniquement parlant et très administrativement parlant l'ensemble des missions, l'ensemble des compétences, etc. Mais c'est pas ce qui va permettre finalement d'attirer l'œil du candidat, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour la suite, bien sûr, on s'abonne à ta page LinkedIn et on pourra suivre tous les conseils RH et recrutement que tu donnes. Question que j'aime bien poser sur la conciliation vie perso-vie professionnelle. Souvent côté administration, mais là, comment tu gères toi cette conciliation en tant qu'entrepreneur ? Alors comment je gère au quotidien ? Je dirais que c'est le quotidien est le même d'ailleurs quand on est dans la fonction publique ou côté ces secteurs privés. C'est que c'est pas évident toujours de concilier. La petite différence, c'est que du côté de profil public, j'ai peut-être plus la liberté aussi des horaires. Et donc, effectivement, après 18h, je vais pas me fixer des réunions pour pouvoir aller chercher mes filles, pouvoir m'occuper davantage mes filles, etc. Et de jongler aussi avec l'agenda de mon conjoint, de pouvoir chacun de notre côté pouvoir concilier ça avec notre travail, mais un petit peu comme dans la fonction publique. Cette réponse sur la conciliation vie perso, vie professionnelle, bien sûr, a rejoint aussi les différentes réponses que j'ai pu avoir des autres jeunes parents que j'ai eu à ce micro. Mais peut-être sur le conseil de lecture, là, il va y avoir une vraie différence. Un livre que tu pourrais nous conseiller, pas forcément un livre uniquement approche concours, mais un livre qui, toi, t'a profondément marqué et que tu penses qu'il serait bien sur une table de chevet. Alors, je dirais un livre que j'ai lu assez récemment qui s'appelle The One Thing, donc une seule chose. Oui, merci pour nos auditeurs. Qui peut aussi parler pour ceux qui passent les concours, c'est-à-dire dans ce livre, ça permet de se dire je me focus finalement sur un seul objectif et finalement si je n'avais qu'une seule chose à faire demain, laquelle ça serait. Ça permet d'éliminer tout le superflu et l'accessoire et de se concentrer vraiment sur son objectif principal et d'avancer plus rapidement. Donc finalement, pour les concours, ça peut marcher aussi. Il livre une méthode pour écarter le superflu. Oui, en fait, c'est plus un questionnement. En gros, il dit dans son livre, si demain, je ne devais faire qu'une seule chose pour atteindre mon objectif, par exemple, passer les concours, qu'est-ce que ça serait ? Et en fait, on décline comme ça, finalement, toutes les micro-actions que tu as à faire, par exemple, pour passer le concours. Mais ça peut être, si tu n'as qu'une seule chose à faire pour, par exemple, créer ton entreprise ou pour mener à bien ton action au sein du service public ou pour lancer ton podcast, qu'est-ce que ça serait ? D'accord, alors sur le podcast, bien sûr, je pourrais aussi donner des conseils pour lancer son podcast, mais merci pour ce conseil de lecture. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Je dirais peut-être pour les candidats, parce que souvent quand je discute avec les candidats, ils ont toujours l'impression que la fonction publique, des fois, c'est un seul et même tout. On rentre dans la fonction publique, on fait toute sa carrière dans la fonction publique et on a le même environnement de travail. Et en fait, ce qui est frappant quand on y travaille, c'est que les environnements de travail sont très variés et en fait que chaque candidat, finalement, a sa place au sein du service public. Parfait, merci pour ces taux de recrutement à l'accès à la fonction publique. Merci Sigrid pour le temps d'être venue de Toulouse jusqu'à Paris pour enregistrer ce podcast. Merci. Et à bientôt pour des prochains épisodes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Ça vous permettra de continuer à acquérir de la culture administrative tout en écoutant les histoires et les anecdotes de personnes qui pourraient être vos collègues. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast désormais sur YouTube et ainsi commenter, entrer en discussion avec les invités et avec moi-même. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir.
Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.